On va continuer cet après-midi avec nos 4 points de la pratique de Vipassana. Le premier de ces points qu'on a vu ce matin, toutes les apparences objectives sont comme l'eau et les vagues, donc page 13. Toutes sont des apparitions de l'esprit et sont en réalité non établies. En réalisant cela, on reconnaît toutes les apparences comme l'esprit. Et donc c'était le premier point que nous avons vu ce matin. En analysant l'essence de l'esprit, en termes d'allées, de stations et de survenues, il s'avère qu'il n'est pas établi comme étant quoi que ce soit. Ainsi, comme les chevaux, les éléphants, dans un rêve, il n'est pas établi dans la réalité. En réalisant cela, on reconnaît que l'esprit est vide. Donc la première chose que nous avons essayé de réaliser, c'est quand nous regardons les apparences qui surviennent dans cette conscience paisible et spacieuse, c'est que ces apparences sont l'esprit. Et donc, on est en train d'observer l'esprit, la manifestation lumineuse de l'esprit lui-même. Donc, ça devient extrêmement important parce que quand on veut rester dans la conscience primordiale ou un facsimilé de la conscience primordiale, on demeure dans ce qu'on appelle la non-méditation. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est demeurer dans la vue selon laquelle toutes les apparences sont la manifestation lumineuse de l'esprit lui-même. Et donc, on apporte cela, ce fruit sur la voie, et on l'utilise comme étant la voie. Et donc, cela devient une non-méditation dans la pratique de shamatha. Et donc, on reconnaît que toutes les apparences sont l'esprit, et on reconnaît ensuite l'esprit comme étant vide. C'est l'importance ici, évoquée dans le commentaire de Gyatso Rinpoche. Une fois que vous avez reconnu que toutes les apparences sont l'esprit, il y a la tendance à réifier l'esprit. Et donc pour contrecarrer cela, il faut analyser de plus la nature de l'esprit. Et en faisant cela, vous allez voir que cet esprit, qui semble tellement réel, est en fait vide. Il est vide de toute essence. Et il est vide de toute essence de nature intrinsèque. Ça, c'est page 16. Donc dans les étapes même élémentaires de la pratique de shamatha, telles que c'est décrit dans le Satipatthana Sutra, la fondation de la pratique bouddhiste enseignée par le Bouddha. Et donc on essaie de voir que le corps et l'esprit, et on essaie de voir si le jeu peut être trouvé dans le corps et l'esprit. L'une des 3 marques de l'existence, donc quand on évoque 3 types de catégories de phénomènes, 4 types de catégories, le corps, l'esprit, les sensations et tous les phénomènes. Donc le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, 4 objets d'application de l'attention. Et donc, en fait, ça semble être tout. Quand on parle des 4 catégories, ça semble être tout, en fait. Et donc, on peut se questionner sur leur nature quand on les examine. L'une des questions est, est-ce que le jeu peut être trouvé, puisse-je être trouvé dans ces phénomènes que j'examine? Puis-je être trouvé, pardon. Et donc, dans le corps et l'esprit, on essaie d'observer s'il y a un jeu, un moi, ce sens du jeu peut être trouvé. Est-ce qu'il peut être trouvé dans cette base d'imputation? Et donc, on finit sur le vide. Et donc, l'une des approches
du Kalampanni ne va pas jusqu'à se poser la question, mais qu'est-ce que l'esprit? Et donc dans ces agrégats semblent exister là, véritablement. Ils n'examinent que si le jeu ou la personne peut être trouvé dans les agrégats, mais ils ne se posent pas la question des agrégats eux-mêmes. Qu'est-ce que l'esprit? Est-ce qu'il existe véritablement là? Et donc c'est une question fondamentale du point de vue Madhyamaka, la voie médiane. Dujam Lingpa, dans le début de l'essence du sens clair, dit que l'esprit est fondamental. Donc les premières choses qu'on fait, c'est d'établir, il faut identifier le créateur de tous les phénomènes comme étant l'esprit. Mais la façon dont Alan décrit cela, c'est que l'esprit est fondamental et premier en fait. C'est le préliminaire de tous les préliminaires. On parle de 3 pensées qui détournent l'esprit à 180 degrés pour que votre orientation se détourne des dharmas mondains vers la libération. Mais peut-être le préliminaire le plus important avant tous ces préliminaires, c'est de simplement essayer d'avoir un aperçu de cette affirmation que l'esprit est principal. Et nous tous dans cette pièce, si nous n'avons pas fait cela encore, si nous avons encore des doutes sur cela, si l'esprit est vraiment fondamental, ce serait certainement une très mauvaise façon de passer notre vie sans avoir eu cet aperçu. Et donc la naissance, la mort, etc., la matière, en fait on dit que l'esprit n'existe pas véritablement du point de vue matérialiste, c'est un épiphénomène de la matière. C'est un produit subsidiaire, on pourrait dire, de la matière. Si on pense cela, notre approche de l'existence, c'est une approche séculaire du Dharma qui va être très différente. On va terminer sur quelque chose qui ressemble à un bouddhisme naturalisé, où on fait une étude académique de bouddhisme. Et donc, c'est enlever toute primauté de l'esprit et faire un bouddhisme qui serait compatible avec les philosophies matérialistes. Et donc, il y a des points très importants dans le bouddhisme. Par exemple, l'éthique, la vacuité, tout ça, ça correspond à la science. Mais l'esprit comme étant premier, ça c'est radical. Et si on n'accepte pas ça, et il n'y a pas de continuité de la conscience. Et donc, il n'y a pas de dharma. Ça, je pense, spécialement parce que c'est une vue du monde qui imprègne les médias et c'est le milieu dans lequel nous nageons, nous évoluons. C'est comme l'océan pour les poissons. Et donc cette philosophie matérialiste, comme quoi la matière et la physique, l'aspect physique, c'est premier. Et donc c'est très important d'avoir un certain aperçu de cela, pas simplement l'accepter, mais de le connaître, aussi certainement que vous connaissez la gravitation. Et donc je pense que c'est Lama Zopa Rinpoche qui dit que est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on a besoin d'accepter les vies passées et futures pour obtenir l'éveil? C'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on a besoin d'accepter les vies passées et futures pour atteindre l'éveil? Et Lama Zopa Rinpoche a dit non. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous devez le connaître. C'est quelque chose comme ça.
Mes excuses à la masse pour les petits. Mais si on ne sait pas cela avec une certaine certitude, quel type de pratique de Vipassana on va avoir? Non, vous auriez une forme d'incertitude sur cette idée. Pourquoi? Donc on commence par là où on en est, et nous on peut se focaliser sur la pratique de Vipassana en se focalisant sur la primauté de l'esprit et d'investiguer cela de la même façon que Pabongka Rinpoche a dit dans son appendice du Lamrim qu'il est facile de connaître il est certain que la mort est certaine. Mais c'est beaucoup plus difficile de savoir le moment de la mort. Ça, c'est beaucoup plus incertain. Ça veut dire que cela pourrait survenir avant qu'on ait terminé cette tasse de thé. Et donc, le point ici, c'est ne pensez pas que la réalisation de cela va prendre du temps. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Et donc, il faut avoir une expérience, une réalisation expérimentale, spontanée de ce point très important. Et donc, ce serait très utile et bénéfique de continuer à examiner, méditer et investiguer et chercher jusqu'à ce que vous obteniez une certitude aussi sûre que possible sur ce point-là, que l'esprit est premier. Et une fois que vous le faites, donc quand vous découvrez que l'esprit a la primauté, vous pourriez assumer que ça veut dire que l'esprit existe de manière inhérente. Et donc le tout premier point évoqué par Dudjom Lingpa, c'est qu'on identifie l'esprit qui crée tout comme le souverain qui crée tout comme étant l'esprit. Et ensuite on établit l'esprit comme étant sans fondement et sans racine. Tous les phénomènes dépendent de l'esprit et émergent de l'esprit et sont appréhendés par l'esprit. Mais l'esprit lui-même, il est sans fondement ni racine. Sans racine, ça veut dire sans origine. Et sans fondement, ça veut dire qu'il n'a pas de base inhérente sur laquelle l'esprit serait désigné. Il n'y aurait pas de base d'imputation existant de manière véritable. Dans sa discussion de cela, établir que l'esprit est sans fondement et sans racine, page 16, il dit « La forme et la couleur du souverain qui crée tout, ainsi que son origine, sa localisation et sa destination, sont une ouverture sans objet. » C'est l'actualisation spontanée de la nature essentielle de la voie qui consiste à trancher à travers. Donc ces questions de l'origine, la localisation et la destination, la forme et la couleur sont vraiment fondamentales, ces questions, pour toutes les pratiques des Dzogchen et du Mahamudra dans le contexte du Vipassana, parce que vous posez la même question encore et encore. L'origine, la localisation et la destination, d'où vient cet état d'esprit? Où est-ce qu'il est? Et où va-t-il? Et est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a une forme? Et donc vous continuez à poser cette question de phénomènes de plus en plus subtils, jusqu'à ce que vous restiez avec cette ouverture sans objet. Et donc c'est l'actualisation spontanée de la nature essentielle de la voie qui consiste à trancher à travers. Et donc ça semble être une question extrêmement prosaïque, extrêmement terre-à-terre, pas si profonde. Pourquoi les Tibétains continuent de se poser ces questions si simples
D'où vient l'esprit? Où est-il? Où va-t-il? Est-ce que l'esprit a une couleur, une forme? Et donc, vous blaguez. Et donc, c'est tellement facile de se poser, de donner la réponse. Donc, regardez la question, mais bien sûr, vous dites, mais bien sûr, je connais la réponse. Pourquoi elle se pose cette question si simple encore et encore chez les Tibétains? Je pense peut-être parce qu'ils n'ont pas une éducation occidentale. Ils n'ont pas la sophistication d'analyse que nous pourrions avoir dans notre philosophie occidentale ou dans la science. Nous pourrions avoir une attitude un peu patronisante. Ce sont des questions extrêmement sophistiquées. Et donc, qui sont en fait la voie du fait de trancher à travers. On va parler un petit peu plus de ces questions à l'avenir. Mais là, ce qu'on se pose ici, quand on commence à se demander la couleur et la forme de l'esprit, et de la même façon, avec l'origine, la localisation et la destination, c'est se poser la question, est-ce que l'esprit est physique? C'est exactement ce que la plupart des scientifiques cognitivistes, toutes les approches sur l'esprit de la science matérialiste, disent que fondamentalement notre expérience, toutes nos expériences de je suis, de qui je suis, mes émotions, mes pensées, la justice, le vrai, le faux, tout ça, la beauté, tout ça sont fondés dans la matière, prennent leur source dans la matière. Et donc, on peut voir qu'il y a des inconsistances dans ce point de vue. Quand on voit les réfutations par rapport aux propositions les plus actuelles de Christophe Koch, vous pouvez écouter par exemple la dernière retraite en Toscane avec Alan Wallace. Je pourrais vous donner les notes là-dessus, c'était très intéressant. Mais établir l'esprit comme étant dénué de fondements et de racines, et donc c'est ces questions fondamentales qu'on se pose. Et donc il faut déterminer que l'esprit n'a pas de propriété physique. Et ensuite il continue. En examinant de cette façon, si l'esprit, qui est le souverain tout créateur du corps, de la parole et de l'esprit, ou de tous les phénomènes, est réellement existant, ou réellement inexistant, on constate que l'esprit n'a aucune base ou racine. Donc il n'est pas établi comme ayant quelque forme ou couleur. Et donc il n'a pas de propriété physique. Et donc, quelle qu'elle soit, si on l'examine. Les 5 éléments et les 5 objets sensoriels apparaissent comme des objets de l'esprit. Et votre propre corps apparaît comme sa base. Mais si tous ces éléments sont recherchés d'un point de vue ultime, on constate qu'ils ressemblent à l'espace et qu'ils ne sont pas véritablement établis comme un ou plusieurs. Certifier l'origine, la localisation et la destination de l'esprit en tant qu'ouverture sans objet et l'actualisation spontanée de la nature essentielle de la voie qui consiste à trancher à travers. Ce n'est pas quelque chose de fraîchement accompli, mais simplement la connaissance du mode d'être, de la nature, de l'existence. Et donc, c'est une approche de découverte. Nous n'engendrons pas quelque chose qui n'a jamais existé. Nous ne fabriquons pas. Nous ne faisons pas venir à l'existence une nature de Bouddha que nous n'aurions pas eue. Et donc, la vacuité de l'esprit, c'est la vacuité de la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, dans ce système, dans l'école Nyingma, l'école des écoles
l'ancienne école de traduction de le Dzogchen et de la Mahamudra, on dit que ce potentiel doit toujours être découvert, mais il est voilé. Et donc on ne l'achève pas, on ne l'accomplit pas fraîchement, on ne le crée pas. Mais c'est simplement la connaissance du mode d'être de la nature de l'existence. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les voiles qui nous empêchent de connaître la nature de l'existence maintenant. Et la nature de l'existence, on l'expérimente comme étant la nature de Bouddha. Et donc ça va venir plus clair quand on parlera, on décrira les attributs de la conscience primordiale. Donc, dans cette approche Mahamudra et Dzogchen, et donc on s'attaque à la nature du souverain qui crée tout, c'est l'esprit. Parce que si on peut se prouver à soi-même que la nature de l'esprit est vide, il n'y a pas d'existence inhérente de quoi que ce soit qui serait produit par l'esprit aussi. Ces produits de l'esprit ont aussi la même nature que ceux qui les engendrent, le souverain qui crée tout. C'est pourquoi nous investiguons la nature de l'esprit, le souverain qui crée tout. Et donc cela va faire tomber tous les dominos. Si vous arrivez à prouver cela, tout le reste de l'existence, basiquement, va être compris comme étant dénué d'existence inhérente. Ça doit être vide aussi. Mais la chose importante ici, dans notre enquête, c'est prendre une approche scientifique, une investigation personnelle. On examine notre propre expérience plutôt que venir avec une structure conceptuelle, cohérente, etc. On doit commencer à savoir, on doit commencer à appréhender ce qu'est mon expérience, pas celle de Arya Nagarjuna ou Arya Chandrakirti, de l'expérience de l'esprit, mais mon expérience de l'esprit. Et on prend cette expérience de l'esprit, et c'est une base de travail pour essayer de trouver la nature véritable de cela, pas d'une abstraction. Donc, l'une des meilleures descriptions, l'importance de faire cela dans notre expérience, vient du premier Panchen Lama, Losang Chökyi Gyaltsen, page 16 encore, en bas. Ça a été cité dans La libération de la paume de nos mains, et c'est le Lamrim de Pavanka Rinpoche. Mais je pense que ça vient du Mahamudra de Losang Chökyi Gyaltsen. Et donc Losang Chökyi Gyaltsen dit: la façon dont l'objet devant être réfuté par le raisonnement apparaît à l'esprit n'est pas différente de la façon dont les entités apparaissent habituellement aux personnes ordinaires comme nous. Ceci parce que tout état mental d'une personne ordinaire est souillé d'ignorance et par conséquent, tout objet qui apparaît à l'esprit d'une telle personne possède la qualité d'apparaître comme étant réellement existant. Si nous ne discernons pas correctement la façon dont les objets donnent l'apparence d'être vraiment existants, nous finirons par identifier l'objet à réfuter comme une notion abstraite de l'existence en soi, qui ne fait pas partie de notre expérience effective. N'ayant pas reconnu l'objet de négation tel qu'il apparaît naturellement dans l'esprit, nous inventerons une nouvelle façon de percevoir le soi comme étant l'objet de négation et appliquerons une analyse logique à cela, ce qui n'aboutit qu'à une vue philosophique qui a été créée par la spéculation artificielle. Et donc ça, c'est ce qui est décrit ici. C'est le danger, le problème d'arriver à une méditation au travers de la vue. On a commencé avec cela, la retraite. Dans le texte sur le Mahamudra Racine de Panchen Lama, il dit il y a deux façons d'approcher la vacuité. L'une, c'est approcher
la méditation sur la vacuité. Ça veut dire la réalisation de la vacuité au moyen de la vue. Ça veut dire que vous étudiez 20 ans, où vous débattez, vous analysez tout angle concevable pour détruire toute possibilité d'existence inhérente. Et il y a aussi, j'ai mentionné aussi une citation très similaire de Padmasambhava. Après cela, Padmasambhava disait, si vous prenez cette approche, fondamentalement, vous faites ce que Losang Chökyi Gyaltsen décrivait ici. Vous prenez votre expérience de l'esprit comme une abstraction. Et ça va être très difficile de véritablement identifier la conscience primordiale. C'est ce que dit Padmasambhava. Et d'un autre côté, si vous prenez la route d'arriver à la vue au travers de la méditation, ça veut dire que vous usez votre coussin, vous aurez des instructions basiques, vous aurez une structure basique, mais vous essayez de prouver les choses dans l'expérience de la méditation et vous arrivez à une vue de la réalité qui est votre propre réalisation. Padmasambhava dit, ceci rend impossible de ne pas identifier la conscience primordiale. Et donc c'est un très bon conseil donné par le premier Panchen Lama qui dit qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mon esprit? Quelle est mon expérience de l'esprit? Et donc ça veut dire qu'on ne finit pas dans une abstraction. Et donc on est quelque chose qui serait une spéculation artificielle qui n'aurait aucun impact sur la façon dont nous appréhendons la réalité. Et ici, il y a une conclusion très importante de Losang Chökyi Gyaltsen. Si vous identifiez correctement cet objet, vous pouvez le réfuter facilement. Donc ça, c'est dans la citation, il devrait y avoir un retrait dans le texte. Après le deuxième paragraphe, page 17. Et donc, c'est l'observation et l'analyse. Vous devez d'abord identifier un objet clairement, pas une abstraction un peu vague de ce dont on parle. Si vous identifiez correctement l'objet à nier, l'objet de réfutation, vous pouvez le réfuter facilement en observant l'objet de manière proche et de vous poser quelques questions. Il conclut avec cette citation. L'image de l'objet in the same quote, yeah? Yeah, maybe not. Okay. Donc, thus. It's on the next page. Okay. Or the next paragraph. At least in the English, right? Ah, yes, in yeah. So it may not have made it into the French. Okay, so in the French, it's not. Ok, donc ce sont simplement les dernières lignes. Donc, si vous identifiez correctement l'objet de réfutation, vous pouvez le réfuter facilement. Et donc, l'objet de négation, l'image de l'objet de négation, qui peut être aussi décrit comme étant la qualité de l'apparence d'existence inhérente, n'est autre que la façon dont les entités normalement se présentent à notre esprit. Ah oui, ok. Ok, c'est le dernier paragraphe. Et donc, quand nous avons identifié l'objet de réfutation, il est en face de nous. Et donc, la façon dont les choses nous apparaissent. Dans notre pratique de shamatha, on sera capable d'avoir une expérience de ce qui nous apparaît. Et donc on pourra même isoler
Et donc, on va voir isoler la façon dont les choses nous apparaissent. Et donc, on va voir que ce qui apparaît comme étant une conception. Et donc, quand vous vous demandez, qu'est-ce que je veux dire par mon esprit? Et donc, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il existe? De la façon dont on va essayer d'examiner, de voir s'il existe. De la façon dont il nous apparaît. Donc, en français, c'est par conséquent l'image de l'objet de négation. Et donc, s'il existe, si cet esprit existe, il doit être connaissable. Il doit être connu par des caractéristiques. De la même façon que Heisenberg a dit, n'imputons aucune existence à des choses qui sont inconnaissables par principe. Donc si l'esprit n'est pas connaissable, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe? Mais s'il est connaissable, que peut-on connaître sur sa nature? Arya Nagarjuna dit dans le Bodhicitta Vivarana, le commentaire de l'esprit d'éveil, l'esprit est un simple nom, et ce n'est rien d'autre qu'une désignation. Reconnaissez la conscience comme une simple désignation. C'est un autre commentaire extrêmement fort, parce qu'on essaye de trouver parfois le jeu irréductible, le jeu. Je me suis tellement identifié à mon corps, mon esprit, ce composite du corps et de l'esprit, c'est moi. Et ce n'est pas moi, donc peut-être que ce serait seulement mon esprit. Et donc je cherchais le jeu dans le corps, je ne l'ai pas trouvé. Dans le corps, peut-être qu'il est dans l'esprit. Et donc si je cherche ce jeu dans l'esprit, et que je ne peux pas trouver le jeu dans l'esprit, peut-être que c'est la conscience. Peut-être que la conscience est irréductible, une expérience de qui je suis. Ce sentiment de subjectivité, peut-être que c'est ça. Arya Nagarjuna dit, reconnaissez la conscience comme une simple désignation. De plus, une désignation n'a pas de nature intrinsèque. Ainsi, l'esprit est de la nature d'une apparition, et la nature de l'esprit n'existe pas comme n'importe quel type de couleur ou de forme, comme quelque chose appréhendé, ou comme un appréhenseur, comme un homme, une femme, ou un genre neutre, etc. En bref, les Bouddhas ne l'ont pas vu et ne le verront pas. Ils le voient à juste titre comme ayant la nature d'être dénué de nature intrinsèque. Et donc l'esprit n'est dénué de nature intrinsèque. C'est son essence irréductible. Et donc on peut voir qu'il n'y a pas d'essence indépendante ou autonome qui existerait avant et en indépendance par rapport à la conception, à la désignation conceptuelle. Et donc ça, c'est ce qui existerait véritablement là, de manière indépendante de ma désignation conceptuelle, indépendante de ma participation qui participerait à son existence. Et donc ça, c'est vraiment très important de voir si c'est véritablement là ou pas. Ensuite, de Shantideva aussi, dans le Shiksha Samuchaya, le compendium d'entraînement, c'est un texte de Shantideva qui n'est pas si connu, pas aussi connu que le Bodhisattva Charyavatara. Les sections du texte que j'ai étudiées avec la Mahalam renvoient aux 4 établissements de l'attention. Vous avez une composante mahayaniste d'une pratique theravadine, les 4 établissements de l'attention.
Et donc c'est très intéressant de les mettre ensemble. Shantideva dit, dans le compendium des entraînements, il cite Ratnachuddha Sutra, Kashyapa, l'esprit n'est pas présent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc c'est le Bouddha qui parle. Kashyapa, l'esprit n'est pas présent à l'intérieur ou à l'extérieur, ou à la fois à l'intérieur et l'extérieur. Kashyapa, l'esprit est sans forme, indémontrable, immatériel, dépourvu de fondement, invisible, inconnaissable et sans localisation. Kashyapa, l'esprit n'a jamais été vu, n'est pas vu et ne sera jamais vu par aucun des Bouddhas. Mis à part les phénomènes qui résultent d'une identification erronée, comment peut-on savoir le type de processus de quelque chose qui n'a jamais été vu, qui n'est pas vu et qui ne sera jamais vu par aucun des Bouddhas? Kashyapa, l'esprit est comme une illusion, car il appréhende toutes sortes d'événements par le biais de projections conceptuelles irréelles. Kashyapa, même si l'on cherche l'esprit partout, il n'est pas à trouver. Ce qui est introuvable est inobservable. Ce qui n'est pas observable ne se produit pas dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent. Tout ce qui ne surgit pas dans le passé, ou dans le futur, ou dans le présent, transcende vraiment les trois temps. Ce qui transcende vraiment les trois temps n'est ni existant, ni non existant. Et ici, le Bouddha ne donne pas la fin de l'histoire. Et donc cet esprit qui semble exister par lui-même, parce que si vraiment on le cherche ultimement, c'est l'esprit des êtres ordinaires. Je m'identifie avec cet esprit parce que c'est celui que je connais. C'est cet esprit qui me tourmente. Et donc ici, ça me pose des problèmes, cet esprit. Je peux simplement coopérer, mais je ne peux pas le contrôler. Qui je suis, c'est mon esprit qui me contrôle. Donc cet esprit, l'esprit d'un être ordinaire, c'est ce dont le Bouddha parle. Il n'a jamais été vu, il ne sera jamais vu, et il ne peut être vu dans aucun des trois temps. Et donc quand on arrive à décrire, quand on décrira la nature de la conscience primordiale, ces termes-là vont revenir fréquemment. Donc la question, je pense, sera toujours, si j'examine et je me mets à l'épreuve, mon esprit est une désignation, la conscience est une désignation. Est-ce que ça veut dire que je n'existe pas du tout, qu'il n'y a pas d'existence de la conscience du tout? Si je vous disais ça, vous commencerez à fuir de cette pièce. Et donc, en vous demandant, mais pourquoi je perds mon temps? Parce que qu'est-ce qui peut être plus véritable, puissamment vrai que la vérité selon laquelle la conscience existe? Est-ce que la conscience que nous expérimentons en tant que conscience d'un être ordinaire, est-ce que ça peut être trouvé? Donc, quand nous la cherchons, nous ne la trouvons pas, ou que nous la cherchions. Donc il y a quelque chose ça ne peut pas venir dans les trois temps. Tout ce qui ne peut naître dans le passé, le présent ni le futur transcende véritablement les trois temps. Tout ce qui transcende vraiment les trois temps
n'est ni existant ni non existant. Et donc c'est fondamentalement une description de la conscience primordiale. Et le Bouddha ne va pas dire conscience primordiale, ne va pas dire qu'elle n'existe pas. Mais c'est tout ce que vous pouvez dire là, bien qu'il y ait encore beaucoup d'autres mots pour décrire cela. Mais certains des mots qui sont utilisés pour décrire la conscience primordiale, c'est que c'est au-delà des 3 temps, qu'elle existe dans le 4e temps, ça veut dire au-delà du passé, présent et futur, et qu'elle existe au-delà des 4 ensembles d'élaboration conceptuelle. Et l'un de ces ensembles d'élaboration conceptuelle, c'est l'existence, c'est la non-existence. Et donc, c'est ce que dit le Bouddha ici. C'est tout ce que vous pouvez dire par rapport à cette conscience. Quand vous la cherchez, cette conscience, et vous découvrez que cette conscience d'un être ordinaire. Souvenez-vous de ce qu'a dit le premier Panchen Lama, le Sanchaki Gensen. Tout ce qui apparaît à une perception ordinaire telle que moi, et tel que l'esprit, cela apparaît comme étant l'objet à réfuter. Et donc ça apparaît avec un entrelac d'existence en soi, une apparence d'existence en soi, et des causes et des conditions qui sont produites en dépendance. Donc tout cela advient en un seul ensemble, et on ne peut pas le démêler, tout ça. Peut-être conceptuellement, mais dans notre perception, ça va sembler être exactement comme étant un objet extérieur ici, qui apparaît à un sujet là. Mais ce qu'on essaie d'examiner, et ce qu'on va trouver, c'est que cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire que cela n'existe pas du tout non plus. Et donc vous êtes là dans un état de une ouverture spacieuse. Et donc ça semble vraiment Dzogchen et Mahamudra, mais même dans la section Vipassana du Lamrim, de Pavankara Rinpoche, quand vous allez au travers de certaines des analyses et vous reconnaissez que tout ce que vous recherchiez ne peut être trouvé, c'est introuvable. Et donc vous faites et vous demeurez dans cette conscience semblable à l'espace. Et c'est ce que dit Pavankara Rinpoche, il dit, c'est la réalisation semblable à l'espace. Et donc ça ressemble beaucoup au Dzogchen. C'est une méthode pour entrer dans cette expérience de l'ouverture spacieuse. Vous observez votre expérience de l'esprit et vous devez identifier qu'est-ce que j'entends par esprit. Quelle est mon expérience de l'esprit? Et donc, parce qu'il va m'apparaître comme étant l'objet de négation, en fait, comme un esprit qui existerait de manière inhérente. Donc, il ne faut pas que ce soit une abstraction, il faut que ce soit exactement la façon dont l'esprit nous apparaît. On examine cela et on est laissé avec une réalisation semblable à l'espace de l'absence d'existence et d'inexistence. Yangtang Rinpoche commente cela. Je pense que c'est de ses enseignements avant qu'il ne décède, qui ont été traduits par la Mahalal, et il a pris des notes de l'audio. Avec la cessation des pensées, vous demeurez avec aucun objet et vous examinez de manière extrêmement proche cet esprit qui demeure en l'absence de pensée. Et vous observez, est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a un contour?
Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez observer? Et l'absence de tout cela, il n'y a qu'une simple ouverture, une étendue, comme l'espace dénué d'objets. Et donc là, c'est pas dans le texte là, mais ici. Et donc, ce que nous venons voir, c'est ça. On a une étendue spacieuse, un espace sans objet. Et donc, c'est juste la méthode que nous avons essayé ensemble. Il dit que quand on se repose dans la cessation des pensées, il n'y a pas d'objet. C'est exactement le quatrième mode d'attention. Quand vous demeurez dans la conscience substrat, il n'y a pas d'apparence, il n'y a que la non-conception et la luminosité et la félicité. Vous examinez la nature de cela et vous vous demandez, est-ce que ça a un début, une localisation, une destination, est-ce que ça a une forme, une couleur? Et en vous posant ces questions très simples, votre esprit fond. Il surchauffe, il fond. Et il y a la fumée qui sort de vos oreilles. Et vous demeurez dans une ouverture, une étendue semblable à l'objet, à l'espace sans objet. Et quand vous restez là, en examinant la nature de l'esprit vide, cette conscience semblable à l'espace, c'est tout ce qui reste. Donc cette conscience semblable à l'espace, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est survenue de quelque part? Est-ce qu'elle est localisée quelque part? Est-ce qu'elle va quelque part? Pour chacun de ces points, son origine, sa localisation, sa destination, il n'y a rien que vous puissiez dire ou montrer. Donc demeurez sur ce qui reste, l'absence de pensée. Et donc je pense qu'on peut vraiment apprécier maintenant, quand on arrive à ce point de l'ouverture, l'espace ouvert, et qu'on demeure dans cela, ce serait extrêmement utile d'être très familier avec cet état comme étant une partie de votre pratique de shamatha. La conscience de la conscience sans apparence, et la stabilité et la limpidité et la vivacité de shamatha. Quand vous tranchez à travers, qui est votre pratique de vipassana, vous vous dites « je suis à la maison » et vous vous sentez satisfait, plutôt que de vous dire, de vous sentir trahi ou en panique ou effrayé par rapport à cet espace. C'est comme rentrer à la maison. Donc fondamentalement, ça c'est l'approche classique de la tranchée à travers. Vous isolez la nature essentielle de l'esprit et vous enquêtez sur sa nature essentielle de cet esprit. C'est un axiome très classique du Mahamudra exprimé par le vénérable Kacho Wangpo. Ô chanceux, placez votre esprit, page 18, présent de façon vide dans la focalisation. Vous savez de quoi il s'agit maintenant. La focalisation, vous placez votre attention sur un objet, il n'y a pas de distraction, pas de laxisme. Donc vous placez votre esprit de manière vivante dans la focalisation et observez la nature de ce qui est placé.
Votre esprit demeure dans la focalisation et vous vous demandez, mais quelle est la nature de ce qui est placé dans la focalisation? Comment existe-t-il? Si vous pensez qu'il n'existe pas du tout, qui est celui qui appréhende son absence? Est-ce une réalisation de votre propre esprit ou pas? Et si vous pensez, quand je le cherche, il n'apparaît pas, observez ce penseur et observez aussi cet observateur. De plus, comme dans le cas d'un trésor caché sous terre, quelque chose n'est pas inexistant simplement parce qu'il n'est pas vu. Examinez donc attentivement quelle est la couleur de cet esprit, quelle est sa forme, quelle est sa nature. Est-elle existante ou inexistante? Est-ce quelque chose qui est les deux ou quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre? Est-ce que c'est un homme, une femme ou un genre neutre? Et là encore, vous observez l'esprit. Et puis, est-ce que cet esprit, fondamentalement, cet esprit que j'observe, que je recherche, quelle est la nature de cet esprit? Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on dit « mon esprit » ? Et donc, si rien n'arrive à l'esprit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit? Ou est-ce que ça veut dire que vous vous êtes simplement posé la question? Et donc, qu'est-ce qui est là, qui est en train d'observer l'absence de cet esprit? Qui est la personne qui observe cela? Et donc, ça devient de plus en plus subtil. Ce sont les couches d'analyse subtiles. Et donc, où est ce jeu irréductible, s'il y en a un? Et donc, s'il doit être trouvé, si ce jeu irréductible était trouvable, si ça veut dire indépendant, avec une essence indépendante ou autonome, qui existerait en deçà et de manière indépendante de la désignation conceptuelle, s'il pouvait être trouvé, nous devrions être capables de le voir, ou il serait connaissable. Et Anton Rinpoche dit encore, c'est l'esprit qui connaît l'esprit, donc juste au-dessus. Et en termes de vue qui émerge une telle pratique, sa nature essentielle est de voir tous les phénomènes comme étant d'une saveur unique. La base ou la perspective à partir de laquelle on voit la saveur unique de tous les phénomènes est la réalisation de la vacuité. Et donc ceci, nous devons reconnaître, parce que s'il y avait une essence irréductible, ce ne serait pas quelque chose d'autre quand on serait capable de la voir. Si on pense à l'essence, c'est quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui doit être perçu. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de plus fondamental que cela qui serait en train de le percevoir. Qu'est-ce qui est là, fondamental et irréductible? Est-ce qu'on peut voir? En fait, fondamentalement, ce qu'on est en train de chercher, c'est mon corps, ma parole et mon esprit. Et là, dans cet esprit, c'est mon esprit d'être ordinaire. Quand on est tellement proche de l'identifier, ça ne veut pas dire que rien n'existe. Ces corps, paroles et esprit d'un être ordinaire sont l'esprit d'un être ordinaire. Et donc, c'est ce que je chéris, c'est ce avec lequel j'ai tellement de problèmes, de conflits, qui est si incontrôlable, cet esprit. Est-ce qu'il a une existence indépendante ou une essence autonome? Est-ce qu'il n'existe qu'en tant que simple désignation? Est-ce qu'il n'existe qu'en tant que production dépendante? En tant qu'une désignation attribuée à un ensemble de cristallisations momentanées de l'espace, des pensées temporaires, des émotions temporaires, ces choses que j'appelle mon esprit. Y a-t-il
tout un autre esprit qui puisse être découvert en dehors d'une simple désignation attribuée en dépendance de cristallisation temporaire de l'espace. Et juste au cas où vous sentiriez le vertige, vertigo, yeah. Et vous auriez perdu votre orientation. Oh, mais je ne sais pas quoi trouver, où m'orienter, etc. Ici, il y a une instruction essentielle de Gacho Rinpoche dans son commentaire de la voie spacieuse vers la liberté. La nature de l'esprit lui-même est vide, pas comme une grotte vide, car c'est la nature même du samsara et du nirvana. L'affirmation « on ne le trouve pas en le cherchant » implique que l'esprit qui cherche et ce qui est cherché sont les mêmes. Pourquoi compliquer la question ? L'apparition des pensées est comme l'apparition des vagues dans l'océan. Elles sont de la même nature de l'océan, tout comme les pensées sont de la même nature que l'esprit. La nature de l'esprit est vide et intangible, sans substance et sans rien à saisir. Et donc pourquoi compliquer la question ? On va prendre une pause et on revient à 2h38. On va commencer la méditation. Commencez par installer le corps dans son état naturel. Suivez la technique que vous avez suivie jusqu'à maintenant. Donc la chose principale, c'est de détendre et de libérer. T'entends pas? Non plus? Installer la parole dans son état naturel. Et installer l'esprit dans son état naturel.
This is the upstream awareness C'est la conscience du haut du tableau, that is non-conceptual, qui n'est pas conceptuelle, luminous, qui est lumineuse, still and spacious. tranquille et spacieuse. And simply rest in that natural Et demeurer simplement dans cet état naturel. And as you rest in this Et quand vous vous reposez dans l'immobilité de cette conscience, appearances les apparences vont survenir. Immédiatement, reconnaissez the difference la différence entre l'immobilité de votre conscience et le mouvement de ces apparences. and continue to rest in Et this continuez spacious awareness. de vous reposer dans cette conscience paisible et spacieuse, As appearances come and go, alors que les apparences vont et viennent. and as these appearances come and Et go, quand ces apparences vont et viennent, have a simultaneous experience ayez une expérience simultanée of the stillness of your de l'immobilité de votre conscience and the movement et du mouvement des apparences. resting in this simultaneous Demeurez dans cette simultanéité de l'immobilité du mouvement. will lead to single pointedness, Ça va mener à la focalisation. and this single pointedness Et la focalisation allows the mind permet à l'esprit de demeurer tranquille et spacieux, as appearances come and go. tandis que les apparences vont et viennent. The key to maintain Une clé pour maintenir l'immobilité de votre conscience, is a radical impartial c'est l'impartialité radicale that welcomes all appearances, qui accueille toutes les apparences. like Tibetans say, Comme les Tibétains disent, let your awareness laissez votre conscience être un hôte gracieux welcoming unruly guests. qui accueille des hôtes
ou des invités indisciplinés. However pleasant or unpleasant, Qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, ces apparences, let it come, laissez-les venir, let it be, laissez-les être and let it go. et laissez-les partir. Without your still awareness, Sans que votre conscience immobile soit mise en mouvement par la saisie. the key to maintaining this La clé pour maintenir cette impartialité radicale, is recognizing c'est de reconnaître la nature de ces apparences. all these appearances Toutes ces apparences that seem so qui real, semblent si réelles, so concrete, si concrètes, si substantielles, all appearances toutes les apparences are mind. sont l'esprit. And as you rest in this Et quand vous demeurez dans cet équilibre, of being a lucid dreamer, d'être un rêveur lucide à l'état d'éveil, this is exactly c'est exactement comme les apparences will appear to vont vous apparaître you as insubstantial comme étant des apparences oniriques insubstantielles. all appearances are mind. Toutes les apparences sont l'esprit. But what is mind? Mais qu'est-ce que l'esprit? What appearances arise for you? Quelle apparence survient pour vous You say my mind. quand vous dites mon esprit? Can you bring your mind into Est-ce que awareness? vous pouvez présenter votre esprit à votre conscience pour l'observer? And is this the mind itself, Est-ce que c'est l'esprit lui-même or is this simply another appearance? ou est-ce que c'est simplement une autre apparence?
thoughts are not the mind. Les pensées ne sont pas l'esprit. But if thoughts appear, Mais si les pensées adviennent, the mind must be present. l'esprit doit être présent. And so we can begin working with Et donc on peut commencer à travailler avec des pensées individuelles in the same way that we can de know la même façon que nous pouvons connaître, that, let's say, Catherine, par exemple, Catherine, crowd of people that we see, qui est au milieu d'une foule que nous voyons, simply by seeing, simplement en voyant son visage. we don't see all of her, On ne voit pas tout d'elle, but just seeing the face is mais simplement voir le visage suffit pour connaître savoir que Catherine est là, dans la foule. And so if you observe a thought, Si vous observez une pensée, you know the mind is present. vous savez que l'esprit est présent. These individual thoughts, Ces pensées individuelles apparaissent. this one that is present for you right now, Et donc c'est celle-là qui est présente pour l'instant, pour vous. where does it come from? D'où vient-elle? Was it nothing, nowhere? Est-ce que c'est de nulle part? If so, how does nothing, nowhere become something here? Comment est-ce que ce rien qui n'était nulle part peut être là quelque chose qui est ici? Or was it something different? Ou est-ce que c'était quelque chose de différent dans un autre endroit? Or was this Ou est-ce que cette pensée exactly like it is right now, était-elle exactement telle qu'elle est maintenant, but in storage? mais dans un dépôt, quelque part, attendant que son heure soit venue d'être mise en scène à la lumière de la conscience? What is the origin of this? Quelle est l'origine de cette pensée? Maybe this will be easier Peut-être que ce serait plus facile, now that this thought has appeared. maintenant que cette pensée est apparue, Where is it? de se demander où est-elle maintenant? Where is it located? Où est-ce qu'elle est localisée? You might say, it's here. Vous pourriez dire, mais elle est là. This thought is right here. Cette pensée est là maintenant. But what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Here relative to what? Ici, par rapport à quoi ou par rapport à où? Is it in front of you? Est-ce qu'elle est en face de vous? Is it occurring inside the skull? Est-ce qu'elle est quelque part
crâne. If it's here, Si elle est là, this sounds like an il semble que ce soit un objet located in space. localisé dans l'espace. If so, does this Si c'est cela, have any shape? est-ce que cette pensée a un contour? Does it have any color? Est-ce qu'elle a une couleur? If this thought is here, Si cette pensée est là, does it have any physical property? est-ce qu'elle a une propriété physique, quelle qu'elle soit? What comes to mind when you say, Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous dites ces mots, mon esprit? what do those words refer to? Qu'est-ce que ces mots, à quoi renvoient-ils pour vous? As Losang Chökyi Gyaltsen Comme le Sanche Kigensen dit, start with your experience. commencez avec votre expérience de l'esprit. This is what we're examining, C'est ce que nous examinons, not an abstraction. pas une abstraction. The way that your La façon experience dont vous expérimentez l'esprit will be entangled with va être mêlé viewing it as being self-existent. avec le fait de le voir comme s'il existait en soi. So what comes to mind? Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous dites mon esprit? If you simply say, Si vous dites simplement rien, ne vient à l'esprit, it doesn't exist. il n'existe pas. What is it that observed? Donc qu'est-ce qui est en train d'observer l'absence d'esprit? Was that an appearance of mind? Est-ce que c'est une apparence de l'esprit? If you search for the mind of a sentient being, Si vous cherchez l'esprit d'un être ordinaire, then you conclude that et vous concluez it is not findable qu'il n'est pas trouvable as being either existent comme étant or non-existent. soit existant, soit non existant. And all conceptual knowing of it Et donc toute connaissance conceptuelle de l'esprit just vapor
s'évapore, dissolves into space, se dissout dans l'espace. and all you are left with Et tout for investigation tout ce qui reste à l'issue de votre enquête, is an open, spacious awareness. c'est une conscience ouverte et spacieuse. Simply rest in that Demeurez tout simplement dans cette réalisation semblable à l'espace, in which the mind is neither existent nor dans laquelle l'esprit n'est ni existant ni non existant.